Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est Blender pour les designers. Alors, l'intérêt la raison d'être de cette vidéo, c'est de vous permettre d'utiliser Blender si vous n'êtes pas un producteur de contenu 3D, si vous n'êtes pas spécialiste de l'animation pour les jeux vidéo ou des moteurs de rendu. Bref, si vous avez plutôt l'habitude de travailler sous Adobe Illustrator et Adobe Photoshop et que vous sentez bien que la direction de la 3D est une direction qui va devenir bientôt capitale, ne serait-ce que parce que les AI deviennent de plus en plus puissantes et que les casques de réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc. avancent de plus en plus. Donc cette vidéo a pour terme de vous montrer comment utiliser Blender quand on est un designer graphique. Donc je vais essayer de me focaliser sur la simplicité durant l'intégralité de cette démonstration. Pour installer Blender, je me suis dirigé sur le site getblender.org, et j'ai téléchargé la dernière version, en l'occurrence la 4.3.2. Je m'appelle Pierre Carbonel, je suis formateur expert dans le digital. Donc j'ai une expérience de plus de 30 ans dans le digital et une grande expérience des logiciels 3D également. J'ai décidé il y a 1 an et demi de basculer sur Blender. C'est un logiciel que je ne connaissais pas. J'avais l'habitude de travailler avec des logiciels plutôt du style Cinema 4D, notamment 3ds Max, d'autres logiciels, et j'ai décidé de basculer sur Blender. Donc autant dire que j'ai été confronté tout de suite à l'intégralité des problèmes d'utilisation de Blender, ce qui a fait qu'aujourd'hui voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous proposer une approche simple de Blender. À l'écran, on a le logiciel donc qui est ouvert. Alors la première chose qu'il va falloir voir, c'est qu'en haut de votre fenêtre, vous allez avoir des presets de mise en page écran. Donc c'est sur le haut de la fenêtre qui couvre, on va dire, les principaux domaines d'utilisation du logiciel. Alors il y a énormément d'utilisations différentes de Blender, de la modélisation à la conception, à l'animation, au compositing, au rendu, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Mais globalement, ce qu'il faut retenir surtout de ces presets écrans, c'est qu'ils sont plutôt dédiés à une utilisation spécifique de Blender. Par exemple, si je souhaite travailler un modèle de modélisation, je vais me retrouver dans le modèle de base qui s'appelle Layout. Et ensuite, chacun va me permettre d'avoir une mise en page différente, c'est-à-dire un agencement des fenêtres différent. Évidemment, je peux tout le temps modifier l'agencement des fenêtres et ça sera retenu dans le template que je modifie. Si je souhaite que ces modifications-là perdurent dans le temps, eh bien, à ce moment-là, je peux utiliser dans le menu Édition, Préférences, ici, en bas à gauche, je peux personnaliser ici en enregistrant mes préférences et à ce moment-là, elles seront enregistrées comme étant mon fichier de démarrage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je démarrerai Blender, eh bien, je retrouverai la configuration précédente. Alors généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare une configuration de base. Donc là, par exemple, j'ai sur la partie droite de l'écran où j'ai une sorte de... ça pourrait être considéré comme des layers dans Photoshop. C'est les éléments qui constituent ma scène. J'ai une lumière ici, une caméra, et donc comme je les ai mis dans Édition, Préférences, ici comme étant, j'ai sauvegardé mes préférences, et bien chaque fois que je redémarre, je vais retrouver une caméra et une lumière. Si je souhaite travailler en français, c'est dans les préférences, interface, vous avez le langage ici. Alors c'est dynamique, hein, si je bascule ici en français, donc ça se retrouve dans les premières langues ici. French, je l'ai passé ici. Voilà, toute l'interface bascule en français. Alors je ne vous conseille pas de travailler en français, je vous conseille de travailler en anglais, c'est-à-dire que vous trouverez beaucoup plus de documentation, de forums et d'aides si vous faites vos recherches en anglais. On a une communauté française qui est assez active, mais je pars du principe que quand on est dans le digital, il faut impérativement parler l'anglais, puisque c'est vraiment la langue de base de tous les logiciels que vous utilisez aujourd'hui pratiquement.
Donc ça, c'est pareil, hein, je peux enregistrer mes préférences et chaque fois que je démarrerai, eh bien, il gardera la langue que j'ai setée dans le menu déroulant de la langue. Alors le premier écueil auquel vous allez être confronté avec Blender, c'est dans la gestion de son interface. On n'est pas sur Adobe Illustrator, c'est beaucoup moins convivial, un peu différent, en tout cas au début. Et la première chose, c'est pour gérer les fenêtres. Alors je vais prendre l'exemple lorsque je suis en mode layout, c'est-à-dire dans le premier preset d'affichage ici, j'ai une seule fenêtre à l'écran. Si je souhaite ajouter d'autres fenêtres, alors notamment dans la prévisualisation, hein, il va falloir que je les crée. Pour créer ces fenêtres, on a plusieurs solutions, mais globalement, en survolant les limites de la fenêtre, hein, que ce soit horizontale ou verticale, avec bouton droit de la souris, vous avez accès aux options de surface, et là vous pouvez créer une fenêtre verticale, créer une fenêtre horizontale, joindre deux fenêtres. Alors, joindre deux fenêtres en mergeant les deux fenêtres vers la fenêtre qui se trouvera à droite, ou joindre deux fenêtres en mergeant le résultat dans la fenêtre de gauche, ou alors de permuter les affichages. Donc, on remarque ici, en fait, on a l'impression qu'on a une seule fenêtre, mais en fait, on en a deux, puisque en bas, ici, dans le layout de base, on a la fenêtre de la timeline, et pour redimensionner cette fenêtre, eh bien, il vous suffit de prendre le bord de la fenêtre, le curseur se transforme en deux flèches verticales, et vous pouvez ainsi réorganiser votre interface comme bon vous semble. Si vous souhaitez supprimer la fenêtre du bas, eh bien vous faites bouton droit sur l'intersection entre les deux fenêtres ici, et vous faites Join Down. Alors Join Down va merger les deux fenêtres vers le bas, et ça va donc me laisser que la fenêtre du haut. Si je souhaite récupérer une nouvelle fenêtre en bas, eh bien je me mets sur les bords de la fenêtre en bas, bouton droit, Horizontal Split. Là j'ai un curseur qui me permet de définir la hauteur de la fenêtre, je clique, et j'ai récupéré une deuxième fenêtre. Notez bien que dans cette récupération de fenêtre, je n'ai plus la fenêtre de tout à l'heure qui était la timeline, la ligne de temps. Ça veut dire que lorsque je crée une nouvelle fenêtre, je vais devoir paramétrer son affichage. Tous les types de contenus qu'on peut afficher dans une fenêtre se retrouvent dans le petit symbole à gauche de chacune des fenêtres ici, où lorsque je clique, j'ai accès à une liste classifiés par type de données, notamment données générales, d'animation, de scripting et d'information. Généralement, on va surtout travailler avec les deux premières colonnes, c'est-à-dire le 3D Viewport qui est la fenêtre d'en haut. Donc je pourrais très bien avoir un deuxième viewport ici. Hein, je peux avoir deux fenêtres qui me montrent le monde en 3D. Par exemple, si en haut j'ai un objet, eh bien je pourrais l'avoir aussi en bas et le voir d'un angle différent, par exemple. Et ensuite, je vais retrouver les principales fonctionnalités. Alors, globalement, quand on démarre, on a besoin du 3D Viewport, évidemment, pour visualiser le monde 3D. On va avoir besoin, généralement, également de la timeline, ici, qui va nous permettre de mettre en place des animations. C'est le même principe que pour After Effects ou pour d'autres logiciels d'animation. C'est une ligne de temps qui va du frame 0, hein, de l'image 0, jusqu'à l'image qui est définie ici dans image finale. Si je mets 500, eh bien j'aurai ici 500 frames en fait, hein, qui vont correspondre à mon projet. Alors on a d'autres menus relatifs au choix sélectionné. Donc si par exemple je viens sur 3D Viewport, on voit que ici on a le choix entre un mode objet et un autre mode qui n'apparaît pas parce que je n'ai pas créé d'objet pour l'instant, mais qu'on pourra retrouver là-dedans, ainsi que le menu qui est spécifique au mode en cours. Donc dans le mode 3D Viewport, donc interface 3D, j'ai un menu pour la visualisation donc, de toutes les fonctionnalités qui ont un rapport avec la visualisation, avec la sélection, avec l'ajout d'objets. Donc je peux à partir de ce menu-là ajouter un cube, hein, je fais Add et ensuite j'ajoute un cube. Alors notez que dans ce menu d'objets, les objets sont regroupés par type d'objets. Donc on a d'abord les maillages, ensuite on a les courbes, les surfaces, les metaballs, les textes, les volumes. Donc tout ça est structuré, il y a énormément de choses là-dedans, mais globalement quand on démarre avec Blender, on va surtout se focaliser sur les maillages, c'est-à-dire les plans, les cubes, les cercles, les boules, les cylindres, voilà les figures de base
qui généralement sont le point de départ de tout ce qu'on fait en 3D. On part généralement d'une figure de base, d'une forme de base, qui essaye de présenter la même structure, la même topologie que l'objet qu'on va souhaiter réaliser. Donc ça, c'est une règle quasiment immuable. Et ensuite, j'ai donc aussi un menu, alors s'il n'y a pas assez de place en bas, ben, il va s'ouvrir par le haut, qui va me donner accès à d'autres fonctionnalités, notamment les fonctionnalités objets. Si je change ici dans Timeline, donc c'est la deuxième ici, hein, Timeline, eh bien j'ai non seulement maintenant des options différentes qui ont trait à la timeline, j'ai également le menu vue, mais le menu vue de la timeline, et un menu pour créer des marqueurs dans cette même timeline. Donc en fait, c'est hautement dynamique, ça se configure suivant le mode qu'on choisit. Alors je reviens à mon exemple de base, hein, je peux ici donc changer la distribution des deux fenêtres. Si je souhaite diviser en deux les fenêtres du haut, eh bien je peux aller ici faire bouton droit vertical split et créer ainsi une vue par exemple ici, une vue comme ceci, shader par exemple, voire une vue timeline en mode, dans un mode différent. Et donc vous voyez qu'on va se personnaliser l'interface, et ça c'est particulièrement agréable quand on travaille avec Blender, puisqu'on va permettre, on va pouvoir créer l'interface qui correspond le mieux à ce qu'on est en train de faire. Alors ensuite, pour supprimer les fenêtres, eh bien c'est la même chose, j'ai plusieurs solutions, donc je vous montre d'abord la plus simple. Je veux merger, c'est-à-dire je veux fusionner les deux fenêtres du haut, eh bien je vais faire bouton droit sur l'intersection des deux fenêtres, et là je joins soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc si je fais joindre vers la droite, eh bien j'aurai que la fenêtre de gauche, et si je fais l'inverse, je vais le refaire ici, hop, vertical, et si là je fais joindre vers ici, hop, joindre vers la gauche, eh bien il me reste la deuxième fenêtre. Donc là c'est un système qui est assez simple. Alors on a un autre système aussi qui provient des anciennes versions de Blender, qui est très utilisé. C'est au lieu de travailler avec les intersections, enfin les limites de fenêtres, on peut faire différemment. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc je vais déjà merger vers le bas, voilà. Je peux également créer des fenêtres en me dirigeant avec le curseur de la souris sur les bords des fenêtres, et quand j'arrive sur le bord d'une fenêtre, le curseur se transforme en croix, comme ceci. Là vous voyez à droite, ensuite en haut à gauche, et en haut, enfin en haut à droite, pardon, ici, et en haut à gauche. Quand le curseur se transforme en croix, je peux, en cliquant et en tenant le bouton de gauche de la souris, créer la distribution des fenêtres. Donc si je me décale vers le milieu, ça va permettre de créer une séparation verticale, et si je reste vers les bords, ça me crée une séparation horizontale. Donc ici je peux très bien créer par exemple comme ceci deux fenêtres, ensuite ici redispatcher en deux verticales, en bas verticale, et là je recrée donc ce qu'on appelle un viewport à 4 vues, où je pourrais par exemple mettre en haut la vue de la caméra, ici, à gauche la vue de face, ensuite la vue de côté, et ici la vue du haut de ma souris. Donc là il faut s'entraîner pour prendre en main la création des fenêtres de façon à être à l'aise quand on travaille avec Blender, puisque c'est essentiel pour mener à bien n'importe quel projet, surtout quand on provient de logiciels quasiment différents, dont l'ergonomie est beaucoup plus souple, simple en tout cas, tels que les logiciels de la suite Adobe, surtout évidemment si on travaille sur Mac, parce que je vous rappelle que Blender fonctionne sur Mac et sur PC aussi. Donc c'est une chose qu'il faut prendre en main. Ça c'est le premier point important. Le deuxième point important, et je vais revenir donc sur un seul viewport, donc c'est pareil, hein, pour supprimer, fusionner deux fenêtres quand on veut travailler avec les bords des fenêtres, eh bien je vais me diriger vers le bas, et là je vais me diriger vers la droite pour fusionner les deux fenêtres. Je pars d'ici, je vais vers la gauche pour fusionner les deux fenêtres, et ensuite si je pars de là, donc du bas droit de la fenêtre du viewport ici, et que je vais vers le bas, je fusionne les deux fenêtres et je me retrouve avec une seule fenêtre. Ça c'est le premier point. Le deuxième point quand on travaille avec Blender, c'est comprendre comment on navigue dans l'interface 3D.
Alors, je vais vous donner un exemple et on va introduire la première fonctionnalité importante, c'est la création d'objets. Alors, je peux très bien, lorsque je souhaite créer un nouvel objet, me diriger vers Objet, ici, et venir créer, ajouter, ici, un objet. Donc ça, c'est via le menu. Donc si j'ajoute, par exemple, un cube, voilà, le cube s'ajoute dans mon interface, avec toujours la spécificité qu'il va se créer à partir du centre du monde 3D. Alors, notez ici le petit symbole sur lequel on reviendra plus tard, c'est le curseur 3D. C'est un curseur qui va, si je le déplace et j'ajoute un nouvel objet, va permettre de définir l'endroit où l'objet va être créé. Vous voyez, là je l'ai déplacé et le nouvel objet s'est créé à l'endroit où se trouve ce curseur 3D. Ce curseur 3D, c'est un des éléments les plus importants de Blender, parce qu'il va nous permettre de réaliser énormément d'opérations d'une façon relativement simple. Si je veux créer maintenant, par exemple, une boule ici, à droite des deux cubes, eh bien je vais prendre le curseur 3D, je vais cliquer à l'endroit où je souhaite créer cette figure, je me dirige dans le menu Add, et là, j'ajoute dans le menu Mesh une UV Sphere, donc c'est une sphère, et on voit que la sphère se positionne dans l'interface à l'endroit où se trouve le curseur 3D. J'ai un certain nombre d'opérations que je peux réaliser sur ce curseur 3D à partir de raccourcis clavier. Alors il faut comprendre que dans Blender, les raccourcis clavier sont toute l'essence de ce logiciel 3D. Il est impératif de les connaître, de les utiliser, de les mémoriser, de travailler avec, de façon à obtenir une fluidité, une simplicité qui va vous permettre de vous focaliser sur le travail que vous devez effectuer. Donc ce qui est très important dans les raccourcis clavier, c'est qu'on a la liste de ces raccourcis clavier en fait de plusieurs façons, mais la façon qui est la plus importante dans Blender, c'est que lorsque vous vous dirigez dans le menu édition préférences ici, dans ce menu préférences, vous avez ce qu'on appelle les keymaps, hein, c'est la cartographie clavier, et dans ces keymaps, vous avez tous les raccourcis clavier de Blender. C'est classifié par type de fonctionnalité, par exemple les raccourcis clavier de l'interface utilisateur, des vues 2D, de l'écran, des fenêtres, etc. Ça veut dire que ici, si je vais dans 3D View, donc c'est ce qu'on est en train de voir à l'écran pour l'instant, j'ouvre 3D View, je vais avoir ici, alors beaucoup plus que tous les raccourcis clavier, puisque je vais avoir effectivement les raccourcis, par exemple pour bouger un objet à la souris. Le raccourci, c'est appuyer sur la touche majuscule et avec le bouton droit de la souris, déplacer l'objet. Mais je peux également supprimer le raccourci clavier et créer mon propre raccourci clavier, celui qui me correspond le mieux. Donc je peux cliquer là-dessus, mettre un raccourci et ça va devenir la façon d'appliquer la fonctionnalité qui est à gauche. Donc c'est absolument énorme. Et dans les raccourcis clavier, pour l'instant, il faut que vous connaissiez quelques raccourcis clavier qui sont fondamentaux dans Blender. On peut, effectivement, si je souhaite déplacer cette sphère, et là je vois que quand je clique avec l'outil sélection, ben, je ne peux rien déplacer du tout, hein, je peux juste sélectionner, puisque là on est dans un mode dit de sélection. C'est un select box, c'est-à-dire on peut tracer une boîte et on va sélectionner tous les éléments qui intersectent la boîte. Si je fais ça, eh bien je sélectionne tous les éléments et ils deviennent d'ailleurs orange et jaune dans la liste ici, dans la collection qui est en haut à droite, dans les layers, dans cette vue qui représente un peu tous les objets en format texte. Si je souhaite déplacer un objet dans Blender, je vais donc le sélectionner et ensuite avec un raccourci clavier, je vais le bouger. Alors vous allez me dire, on pourrait le bouger aussi avec ici la fonctionnalité Move, et du reste ici je vous montre cette petite toolbox, vous pouvez l'agrandir comme ceci, de façon à avoir non seulement l'icône de la fonctionnalité, mais en même temps le nom de la fonctionnalité, ce qui va vous aider au début, et on voit qu'on a effectivement bougé, faire la rotation et mettre à l'échelle. Alors je peux prendre l'outil bouger. Il apparaît tout de suite lorsque je passe de Select Box à Move un repère sur l'objet, ça s'appelle le repère local de l'objet. Et à partir de là, je peux décider de bouger l'objet sur cette ligne X. Hein. On a ici le gizmo, c'est les mêmes couleurs, hein, rouge pour X,
bleu pour Z. Alors attention que Z sur Blender c'est la hauteur, contrairement à d'autres logiciels 3D, c'est le seul logiciel qui définit l'axe vertical comme en mettant l'axe Z. Et si je veux contraindre mon déplacement seulement à 2 dimensions, c'est-à-dire sur Z et sur X, je vais pouvoir cliquer sur le repère vert et bouger ainsi mon objet sans toucher à la 3e dimension. Alors ça, c'est possible à utiliser. On fait comme ça au début. On va vite se rendre compte que ça va devenir compliqué, lent, pénible à la longue, parce qu'il va falloir switcher entre les différents éléments. Donc là, je veux redimensionner cet objet-là. Eh bien, je vais prendre Scale, et là, je vais pouvoir réduire son échelle horizontale ou son échelle verticale, ou les 2 échelles en même temps, comme ceci. Ensuite, je peux le rebouger ici. Ensuite, je peux faire une rotation. Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire comme ça. On va se rendre compte que ça va être beaucoup plus simple de passer par des raccourcis clavier. Donc là, je suis en train de faire le CTRL Z qui permet d'annuler et le SHIFT CTRL Z qui permet de refaire les annulations qu'on a préalablement effectuées. Les raccourcis à connaître pour les 3 opérations de base que sont le bouger l'objet, appliquer une rotation et appliquer une échelle sont le raccourci clavier G pour grab, qui signifie prendre l'objet, c'est-à-dire que quand j'appuie sur grab, je sélectionne un objet, j'appuie sur G, et là maintenant, sans rien toucher, je peux le bouger, et en cliquant à l'endroit où je souhaite le déplacer, eh bien, hop, je le déplace. Donc là, je n'ai pas comme ça besoin de passer par ces éléments-là. Donc du coup, je peux refermer ma petite toolbox qui va me servir beaucoup moins que vous le pensez. Je veux déplacer la boule, je la sélectionne, G, et là, je la déplace. Je veux prendre le premier cube, G, et je le déplace. Si je veux contraindre une de ces 3 modifications, opérations à un axe particulier, eh bien c'est très simple. Je vais, pour prendre ce cube-là, appuyer sur G, et ensuite en appuyant sur X, Y ou Z, je vais contraindre le déplacement à l'horizontale, en profondeur ou en hauteur. Si je souhaite par exemple bouger ce cube sur l'axe X, je sélectionne le cube, G, X, et maintenant vous allez voir que vous ne pouvez le bouger que latéralement, c'est-à-dire sur l'axe latéral et non plus sur l'axe ni vertical ni de profondeur. Je prends la boule GZ, et bien je peux la bouger comme ceci sur l'axe vertical. Alors la grille que vous voyez ici dans Blender, cette grille-là, c'est une grille par défaut qui est constituée donc de rectangles. Chaque rectangle ici fait 1 mètre. 1 mètre. Chaque rectangle ici également, donc c'est 1 mètre dans la largeur et 1 mètre dans la hauteur. Donc ça c'est l'unité de base dans Blender, c'est 1 mètre. Ça veut dire que cet objet-là, que j'ai sélectionné ici, eh bien il est quand même assez grand. Comment connaître sa taille? Grâce à une petite fenêtre qui apparaît lorsqu'on appuie sur le raccourci clavier N, comme ceci. Alors cette fenêtre apparaît toujours dans la fenêtre qu'on survole avec le curseur et qui va me montrer les différentes spécificités de l'objet en question. Alors je fais juste un aparté. Le 1 mètre, c'est pas. En fait, le 1 mètre, c'est les grands, c'est ce qui est un peu plus gras, hein, c'est ça. Là, je suis en train de faire des mesures. On peut le mesurer ici, hein, d'ailleurs. Là, ici, on a 1 mètre. Vous voyez, ici, on a 1 mètre. Si vous voulez faire apparaître cette possibilité d'appliquer des mesures, avec le raccourci clavier Shift, donc majuscule, barre d'espace, vous avez l'outil Measure, qui vous montre d'ailleurs comment l'utiliser, hein. Donc vous le prenez, et là, ça vous permet de mesurer un objet. Donc là, par exemple, ce cube-là fait 2 mètres de large par 2 mètres de haut. Si je veux voir la profondeur, eh bien, je vais utiliser la roulette de la souris, hein, le bouton du milieu, le tenir enfoncé, et ensuite, en bougeant ma souris, je vais bouger dans l'axe 3D, comme ceci, et là, je pourrai donc mesurer l'objet dans sa profondeur. Donc là, on voit aussi qu'il fait 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Cet objet de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres est un objet dont on va retrouver les unités dans cette petite fenêtre qui apparaît lorsque l'on clique sur N, ici.
Et là, on voit les dimensions de l'objet, 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Si je change les dimensions ici, en sélectionnant ici le cube, et si je fais 3 mètres par 1 mètre par 0,5 mètres, eh bien, voilà, l'objet évidemment prend les dimensions qui sont sélectionnées. Donc là, je vais supprimer tout ça. Hop. Celui-là. Donc c'est la touche Supr, hein. Vous avez les raccourcis clavier sur la gauche de mon écran. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici, c'est que là j'ai donné des dimensions aux objets, par exemple ce cube fait 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres, et on voit qu'au-dessus on a une notion d'échelle. Et là on voit 1, 1, 1, c'est-à-dire que cet objet, dans sa taille originale, dans sa taille par défaut, c'est un objet qui fait 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Pourquoi sa taille par défaut? Puisque l'échelle c'est 100%, donc c'est un facteur de 1, un 1 représente 100%. Ce qui est étonnant, c'est que l'objet qu'on a modifié ici fait 3 mètres par 1 mètre par 50 cm, mais lui par contre a une échelle de 1,5, 0,5 et 0,250. Alors c'est quelque chose qui est fondamental dans Blender, il ne faut pas passer à côté de ça, sinon, on n'arrive pas à produire les résultats escomptés. Lorsque j'ai créé ce cube, au départ, ce cube avait une échelle de 1, ici, partout. Et si je mets 1 partout, on voit qu'on retrouve la figure de base, on retrouve l'objet de base, on retrouve les dimensions de l'objet de base. C'est-à-dire que l'objet, en fait, quand on va appliquer sur cet objet des modifications, alors j'introduis la deuxième fonctionnalité de mise à l'échelle, raccourci clavier Scale, et là vous avez d'ailleurs le raccourci qui s'affiche dans la petite fenêtre à gauche, là, à côté de la souris qui apparaît, Shortcut Shift Spacebar ou S pour Scale. Donc je fais S, je réduis la taille de l'objet, et regardez bien ce qui se passe dans la fenêtre de droite. Non seulement les dimensions de l'objet changent, mais également son échelle change. C'est-à-dire que, globalement, si je remets ces paramètres à 1, et là je vous montre une manipulation pour tout faire d'un coup, vous sélectionnez le premier en haut et vous glissez vers le bas, et vous relâchez. Vous mettez 1, et là on modifie 3 valeurs à la fois. Voilà. Donc là je reviens à l'échelle de base. Ça veut dire que si je souhaite que cet objet ait, mettons, 1 mètre de haut, eh bien je pourrais dire que en modifiant l'échelle 1 à 0,5, donc en la divisant par 2, 0,5, et non pas 0,5, quand on est en anglais c'est le point qui fait la séparation des décimales, hop, on écrase l'objet. On a bien 1 mètre ici, donc c'est bien la nouvelle hauteur de cet objet-là, et on a une échelle verticale de 0,5. Et là, il y a un raccourci qui est fondamental, il y a une opération qui est importante à faire, c'est-à-dire que globalement, si je souhaite que cet objet soit maintenant visuellement représentatif de sa géométrie, c'est-à-dire je décide que non, ce n'est pas un cube de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres que j'ai modifié avec une échelle particulière, mais que ça devient vraiment l'objet référence, je vais devoir appliquer ces modifications. Donc l'idée, c'est de lui dire, en fait, globalement, l'objet fait 2 mètres par 2 mètres par 1 mètre, et moi je veux que les échelles soient 1, 1 et 1. Or, il s'avère que si je modifie l'échelle à 1 ici, ben, vous allez voir tout de suite que l'objet va reprendre sa forme initiale. Donc on a une opération pour faire ça, on sélectionne l'objet, et on fait CTRL A, pour arriver à un menu qui s'appelle Appliquer, ici, où on peut appliquer les différentes transformations aux données mathématiques qui représentent l'objet. Alors là, j'ai modifié l'échelle, donc je fais CTRL A, et je peux appliquer l'échelle. Et regardez bien ce qui va se passer dans la fenêtre de droite. Quand j'applique l'échelle, les dimensions n'ont pas changé, et l'échelle maintenant est à 1, 1, 1. C'est-à-dire que si je remets comme tout à l'heure 0,5, eh bien maintenant je vais avoir un objet 4 fois plus petit. C'est-à-dire que ces véritables dimensions sont finalement devenues maintenant le résultat de mes modifications. Et ça, sur Blender, c'est essentiel, parce que énormément de fonctionnalités de Blender demandent à ce que l'objet soit calculé avec son échelle à 1, 1, 1. Alors je vais vous montrer un exemple pour que vous compreniez mieux cela. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mes éléments et je vais créer, avec donc le menu objet, ajouter un objet, un cube, mais là il y a un raccourci qui est beaucoup plus simple, c'est majuscule A, Shift A,
où j'ai accès à ce même menu, mais directement avec un raccourci clavier. Je vais cliquer sur le menu Mesh, je vais créer un cube, et ce cube-là, je vais arrondir les angles de ce cube. Pour arrondir les angles, j'ai ce qu'on appelle des modificateurs, c'est une pile de modifications qu'on va appliquer à la volée avant l'affichage à l'objet. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans, mais globalement quand on sélectionne un objet, on va sur ces modificateurs, on ajoute un modificateur. On a beaucoup de modificateurs présents, ils sont classifiés dans différentes catégories, mais on va en tant que designer surtout utiliser générer ici. Et là on a le deuxième qui est le bevel, hein, c'est-à-dire le biseau. Donc je vais sélectionner biseau, et là vous voyez ça va appliquer un biseau à chacune des arêtes. Ce biseau, je peux demander plusieurs segments. Vous voyez, je vais en faire par exemple 4, et là ici on a la taille du biseau, hein, plus ou moins grand. Donc je vais faire comme ceci par exemple. J'ai un objet, et là je vous montre middle mouse tenue enfoncée pour tourner autour de l'objet. Alors attention, pour pouvoir tourner autour d'un objet sélectionné, il faut aller dans le menu des préférences ici, et dans le menu préférences, dans navigation, activer Orbit Around Selection, ici, qui nous permet donc à la souris de pouvoir tourner autour d'un objet. Si jamais je n'ai pas ça d'activer comme c'est le cas par défaut, eh bien quand je vais sélectionner un objet et tourner, en fait on va tourner autour du point sur lequel on a cliqué. Alors non, je crois que c'est même autour du curseur 3D. Voilà, on a des possibilités de modification ça, mais moi je vous conseille tout de suite d'aller dans Préférences et de faire Orbit Around Selection dans l'onglet Navigation de vos préférences de Blender. Comme ceci, quand un objet est sélectionné, vous pourrez tourner autour de l'objet avec le bouton central de la souris, le Middle Mouse Button. Alors maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Je vais créer un deuxième cube, donc avec Shift A, je crée un mesh, un cube. Ce cube, je vais l'écraser, donc je vais faire une mise à l'échelle sur l'axe Z, donc je fais SZ, je l'écrase, ensuite SX, je vais l'allonger, SY, et là je vais l'allonger comme ceci. Donc on est d'accord que ce cube, bon, même s'il paraît beaucoup plus plat, pour Blender, c'est un cube qui est à une échelle 100%, mais qui là a été trafiqué à une échelle presque 3 fois plus grande en X, 1,3 fois plus grande en Y, et 0,23 fois plus petite, enfin plus grande en Z. Même si les dimensions sont bonnes, l'échelle n'est pas appliquée. Je vais dans les modificateurs ici, je fais comme tout à l'heure, j'ajoute le modificateur Bevel ici, et regardez ce qui se passe. Je vais déplacer un petit peu, et avec le bouton, la molette de ma souris, je vais zoomer dans la vue. On n'a pas du tout, alors je vais mettre ici 3, 4, on n'a pas du tout le même rendu. On voit qu'on a une déformation. On s'attendrait à avoir quelque chose qui est identique, hein, aussi bien sur cet axe-là. Ici, on devrait avoir la même chose ici, ici et ici. Et on se rend compte que là, c'est immense ici. Ici, c'est quasiment inexistant. Et ici, c'est très très grand également. Pourquoi? Parce qu'en fait, Blender, pour appliquer ces modifications, utilise l'objet à sa taille 1. Donc si je remets ça à 1, ici, eh bien on voit que là, ça marche très bien. Donc on comprend qu'en fait, si je veux que ça fonctionne, il faut que je revienne ici sur mon objet, donc je vais ici le remettre dans sa position, je vais faire CTRL A, je vais appliquer l'échelle, et là vous voyez que tout de suite, dès que j'applique l'échelle, eh bien les modifications redeviennent proportionnelles, c'est-à-dire que là on revient, on a la même chose sur les 3 axes, hein, ici, donc parce que toutes les échelles sont redevenues à 1, même si les dimensions de l'objet ont été modifiées. Donc ça, c'est un piège dans lequel on tombe très rapidement. Retenez ça, il faut appliquer les modifications, généralement, le plus souvent possible, pratiquement, pour que toutes les fonctionnalités de Blender fonctionnent normalement et qu'on ait les résultats escomptés. Alors, on a vu les 3 raccourcis à connaître qui étaient l'axe G pour déplacer un objet. Je sélectionne un objet G, je le déplace. Avec Z, il restera sur la hauteur. X, il se déplacera sur l'axe X et Y dans la profondeur. J'en ai d'autres, mais bon, pour l'instant, on va s'arrêter là. Je veux faire une mise à l'échelle de l'objet S pour Scale. Je pars du plus loin possible de l'objet, hein,
pour avoir le plus de latitude pour le réduire, comme ceci. Hop. Je peux faire pareil S, Y pour ne l'agrandir que dans la largeur, comme ceci. Je peux faire SZ pour l'agrandir que dans la hauteur, et SX pour ne l'agrandir que sur cette dimension-là. Pour la rotation, c'est pareil. R, je fais une rotation autour de tous les trois axes. RX autour de l'axe X. RY autour de l'axe Y. Et RZ autour de l'axe Z. Voilà, donc là, sur cette première partie de Blender, je vous ai montré les manipulations de base qui nous permettent de travailler dans Blender, et évidemment le but c'est d'être le plus efficace possible, donc en restant le plus simple possible. Je continuerai cette série de vidéos par des manipulations qui vont également être importantes dans d'autres parties de Blender. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.